c'est fermé. Il n'y a rien. V égale à R fois I. Est-ce que c'est vrai? Je reprends un peu mon bagage de Kirchhoff, les lois de Kirchhoff. Qu'est-ce qu'il me dit la loi de Kirchhoff? Il me dit si j'ai VR d'une résistance, ça c'est une petite révision, VR égale à R, I, R, mais à condition que le I, il est comme ça. Pourquoi? Parce que la résistance est un récepteur, et dans le récepteur, il faut que la tension et le courant aient des sens contraires. D'accord? C'est pour ça que je serai obligée de mettre un moins ici, parce que je remarque quoi? Là c'est un 0 et là c'est un 0. C'est comme ce V référence, il est là. J'ai VR comme ça. VR avec le courant I, j'ai besoin de mettre un moins parce que le courant il n'est pas vraiment choisi suivant les lois de Kirchhoff. J'insiste parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en temps normal qui posaient cette question d'où vient le moins. C'est pour ça, sur le schéma que vous avez dans le cours, on met des références inférieures à 0. Généralement, on prend ce V référence inférieur à 0. Par la suite, si on a ce moins-là, je vais avoir quelque chose de positif. Aussi, qu'est-ce que j'ai? Où est-ce qu'il est mon V sorti? V sorti, il est là. VS, il est là. Donc ça, c'est la masse et ça, c'est la masse. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir comme ça, V de C. Je remarque que V de S, il est égal à V de C. Pourquoi? Ça, c'est le même point. Et ça, c'est le même point. C'est-à-dire que si je note ces points-là, A et B, je veux dire que V de C, il est entre le point A et le point B, et V de S, il est entre un point similaire au point A et le point B. Autrement dit, c'est compliqué, on dit que V de C, il est entre 0 volts et B, et VS, il est aussi entre 0 volts et B. C'est mieux. Donc, je vais dire que VS égale à V de C. Et que pour V de C, bien sûr, là on oublie, petit rappel, V de R égale à RI, V au borne d'une bobine c'est LDI sur DT, et V au borne d'un condensateur c'est 1 sur C l'intégrale de I de T dt. 1 sur C, l'intégrale de I de T dt. D'accord? Vous remarquez, ce I là c'est un I de T parce qu'il varie en fonction du temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que V de S égale à 1 sur C, l'intégrale, je remplace I de T par sa valeur tirée d'ici, qui est égale à moins V référence sur R, multiplié par dt. D'accord? Bon, étant donné que V référence est une constante, R c'est une constante, je le fais sortir de l'intégrale et j'obtiens V de S égale à moins V référence sur RC. Donc vous voyez là, on retrouve notre fameux taux RC. Et bien sûr, l'intégrale de dt, l'intégrale de dt, qui sera entre deux valeurs 0 et là, combien? Cette valeur-là. Cette valeur-là sera le temps que la conversion va durer. C'est-à-dire, ici, j'ai 1, 2, 3 fois t. 3 fois t. Je vais avoir tout simplement la V de S. Donc, je continue ici. C'est-à-dire, je vais intégrer jusqu'à n fois t. Tel que t, c'est le temps d'un top d'horloge. C'est ça, t. D'accord? Et n, c'est le nombre de fois où Vx a été supérieur à la rampe et que le compteur a compté. Parce que dès que la conversion se termine, tout s'arrête. Et là, bien sûr, je vais avoir, je peux enlever ce V référence parce que j'ai dit que c'est inférieur à 0 et tout. Plutôt, je peux enlever ce moins-là, mais c'est pas grave, je le garde, sinon
divisé par RC. Et là, je vais avoir N fois T. Donc, vous voyez que là, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu l'équation d'une droite. C'est comme si j'ai Y égale à AT. Le temps. Donc, tout simplement, j'ai obtenu ici une rampe. Vous voyez, il y a un intégrateur. Si je mets à l'entrée de l'intégrateur une valeur constante, j'obtiens une rampe. Si j'intègre une constante, j'obtiens ici une rampe. Bien sûr, je n'ai pas plus B, la valeur. Pourquoi? Parce que j'ai pris les bornes d'intégration et je remarque que finalement, j'ai trouvé une relation entre ces deux valeurs-là. Comment? Car, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que la conversion s'arrête, c'est-à-dire ce temps NT, il correspond à quoi? Il correspond au moment où VS est égal à VX. Pourquoi? Parce que là, je vais relier cet étage ici. Voilà. Donc cette rampe-là, c'est celle-là, elle est issue d'un intégrateur. La conversion, elle s'arrête pour l'amplificateur opérationnel, il bascule quand est-ce? Quand ces deux valeurs sont égales. La rampe finalement c'est quoi? C'est VS. Vous remarquez, le VS dit la rampe. Ce point-là, ce fameux point-là, c'est le point où j'obtiens cette égalité. VS égale à VX. Et si VS égale à VX, c'est-à-dire à ce moment-là, j'ai obtenu VX que je connais, qui était X, on ne connaît pas, égale à quoi? À une constante, c'est V référence fois N sur R, plutôt V référence fois T, qui est la période de l'horloge, sur RC, multiplié par N, c'est le nombre. Et voilà, nous avons trouvé une relation linéaire entre les deux. VX qu'on ne connaissait pas, ce VX, on lui a attribué un chiffre unique. Dès que ce VX-là, il augmente ou il diminue, j'obtiens un nouveau N. Pas dès que, bien sûr, là, il y a bien sûr la notion de quinton, il faut que je passe tout un T et ainsi de suite, toutes ces choses-là. D'accord? Bon, j'espère que ça a été clair, mais ce n'est pas encore fini. Là, on va essayer de voir comment un microprocesseur peut commander toute cette chaîne-là. Qu'est-ce qui se passe? Le microprocesseur, quand il décide de lire la valeur qui se trouve dans un capteur, cette valeur-là, elle va passer par un filtre, ensuite par un échantillonneur bloqueur, et l'échantillonneur bloqueur va donner la valeur Vx. Une fois que l'échantillonneur bloqueur plaque Vx au niveau de l'entrée du convertisseur, série ou simple rampe à intégration, le microprocesseur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il ordonne une remise à zéro du compteur. D'accord? Là, le microprocesseur, il fait ça, il envoie un 0 ou un 1 pour faire la remise à zéro du compteur. Et le microprocesseur fait la même chose ici, là. Parce que là aussi, la rampe, il faut la réinitialiser, il faut la rendre à 0, là c'est I. Et bien sûr, là je retrouve également un interrupteur, comme ça, commandé par le microprocesseur. Donc le microprocesseur, il va réinitialiser le compteur, c'est-à-dire je vais retrouver 0 partout ici. Il va fermer cet interrupteur pour que le condensateur se décharge, pour qu'on revienne à ce point-là. Par la suite, il ouvre là et il ouvre là pour permettre la conversion. Il ouvre
ouvre ces deux interrupteurs, mais remise à zéro et ouvre. Là, le microprocesseur, il ordonne le début de la conversion. Et il attend, il n'a pas à attendre, mais il attend une interruption du convertisseur. Qu'est-ce qui va se passer? L'intégrateur va me donner au fur et à mesure cette ronde-là. Et celui-là, le comparateur, il va comparer. Ça va apparaître comme ça. Là, et au fur et à mesure, il compare. Il dit que Vx, c'est la plus grande, j'ai un 1. Plus avec le plus. Vx la plus grande, j'ai un 1. Là, Vx la plus grande, j'ai un 1. Vx la plus grande, j'ai un 1. Jusqu'à que Vs devient, c'est lui le plus grand, il me donne 0. Moins avec moins, d'accord? Il a des amplificateurs opérationnels qui sont alimentés par 0 et 9 volts. Et là, ça bascule et ça va me donner un 0. D'accord? Tant que c'était un 1, l'horloge est arrivée au compteur et le compteur, il compte. Dès que c'est à 0, le compteur va s'arrêter de compter. Mais il ne va pas faire de remise à 0, il va s'arrêter de compter. Il va communiquer le microprocesseur par interruption et lui dire voilà, j'ai terminé la conversion. Le microprocesseur va venir par le biais de son bus de données, il va prendre cette valeur-là, il va l'enregistrer dans une mémoire. Par la suite, pendant son programme, il va comparer cette valeur, il va faire toutes les opérations possibles avec. D'accord? Donc, le but de tout ça, c'était de rassembler le bagage essentiel pour voir c'est quoi un convertisseur analogique numérique. On a tout rassemblé. Aussi, de retrouver des équations concrètes et de quantifier vraiment que se passe-t-il ici. Étant donné qu'on est arrivé à ces résultats, là, on va les discuter. C'est-à-dire, en première question, est-ce que ce V référence, quand il est très grand, c'est mieux ou quand s'il est très petit, c'est mieux? Si V référence est très grand, où est-ce que je retrouve V référence? Je le retrouve dans A. Et A en mathématiques, c'est quoi? C'est tangente. L'angle. Cet angle-là, vrai ou pas? D'accord? C'est tangente, cet angle-là. C'est-à-dire ici. D'accord? Et la tangente, si elle est très grande, je vais obtenir quelque chose comme ça. Donc, le temps de reconversion, il est très rapide. C'est-à-dire, au lieu que ces deux vont se rencontrer ici, ils vont se rencontrer plutôt là. D'accord? Et si l'attente, elle est très petite, ça sera ça. Et le temps de conversion, il sera plus long. Pour que ces deux-là se rencontrent, il nous faut vraiment beaucoup de temps. Donc je dis que c'est mieux d'avoir un V référence très grand. Non, parce que si V référence est très grand, je vais atteindre rapidement l'égalité et bien sûr, là, je ne vais pas avoir une bonne résolution. Il me faut un horloge qui est vraiment très petit, ainsi de suite. D'accord? Donc, ce V référence, comme on dit en arabe, pas prendre trop grand et pas trop petit, parce que si c'est trop petit, le temps de conversion il est trop long. Si c'est trop grand, V référence il est très grand, plutôt pas trop grand, V référence est très grand, je vais perdre en accuracy, je vais perdre en résolution de mon convertisseur analogique numérique. Voilà pour un type vraiment très détaillé. C'est détaillé. Là, c'est vraiment, normalement, il n'y a rien. On n'a rien laissé au hasard. Bien sûr, il y en a d'autres types, les convertisseurs série. Il y en a les doubles rangs. C'est à peu près le même principe, mais il y a deux rangs, deux V références. On monte et on redescend. Pourquoi on monte et on redescend? Parce que là, il y a l'intervention de ces valeurs-là qui sont R et C. Et là, vraiment, la pente, elle dépend de plusieurs paramètres. Si la résistance, elle chauffe, elle change, tous ces choses-là.
là, si vous avez bien compris la simple rampe, vous pouvez travailler avec la double rampe. Et d'ailleurs, on va retrouver un exemple de double rampe pendant la série de TD, les séances de TD. Toujours dans les convertisseurs analogiques numériques, on a le convertisseur à approximation successive. Convertisseur analogique numérique, toujours dans le série, c'est approximation successive. Les approximations, plusieurs approximations successives. Quelle est la philosophie de ce convertisseur à approximation successive? D'accord? Par exemple, vous allez au marché, vous achetez un téléphone et quand vous rentrez, votre frère il vous dit, vous l'avez acheté à combien? Vous lui dites devis. Lui, il va vous dire 3 millions, vous lui dites plus. Il va vous dire 4 millions, vous lui dites plus. Il va vous dire 5 millions, vous lui dites moins. Ainsi de suite. C'est comme ça que ce convertisseur travaille, c'est-à-dire il y a une partie de l'électronique qui va proposer des valeurs et il y a bien sûr le fameux comparateur qui est toujours là et qui va comparer la proposition avec notre entrée qui est V de X. Donc V de X, elle est toujours là, d'accord? Comme ça. Tout à l'heure, on la met dans le plus, on la garde dans le plus, on peut la mettre dans le moins aussi, dans ce cas, on peut la mettre dans le moins. Et là, il y a des propositions, il y a un circuit électronique qui va me faire des propositions. Et ces propositions seront comparées au Vx qui vient de l'échantillonneur bloqueur. Et bien sûr, la sortie de l'amplificateur opérationnel monté en comparateur, ça sera plus VCC ou moins VCC, dire plus petit ou plus grand, comme vous l'avez fait tout à l'heure avec votre frère. D'accord? Donc, quelle est cette partie qui va faire des propositions? Cette partie-là, c'est une logique, d'accord, qu'on appelle registre à approximation successive. D'accord? Ce registre-là, il va me donner des valeurs A0, A1, jusqu'à A1. D'accord? C'est-à-dire que là, il y aura une sortie numérique. Cette sortie numérique, elle va passer par quoi? Par un convertisseur, cette fois-ci numérique analogique. Je vais faire appel à un convertisseur numérique analogique. Je suis dans le convertisseur analogique numérique, je fais appel à un convertisseur numérique analogique. Donc, ce registre-là, il fait des propositions A1 jusqu'à AN. Et ces propositions-là, ils vont entrer dans ce convertisseur numérique analogique et ce convertisseur numérique analogique va me donner une tension qui sera comparée à Vx et la décision, bien sûr, revient ici parce que là, bien sûr, il y a une certaine logique de commande. D'accord? Si c'est plus grand, il y a des choses qui vont se faire, tout à l'heure on va voir, et si c'est plus petit, il y a des choses qui vont se faire dans cette logique de commande. D'accord? Bien sûr, le microprocesseur doit communiquer avec ce beau monde et on lui attribue bien sûr une entrée de commande ou de contrôle pour faire la remise à zéro. D'accord? Et bien sûr, à la sortie, il me faut une sortie. Là, la sortie, on la prend d'ici, à la fin, on prend d'ici, mais la sortie, elle est sérielle. D'accord? J'ai une sortie série. Pas comme tout à l'heure, j'avais une sortie parallèle. Je vais avoir une sortie série, on va en parallèle. Mais attention, il n'y a pas de relation entre ce série-là et le nom du convertisseur série. Non. On dit un convertisseur série, bien sûr, c'est par rapport à l'intégrateur.
l'exemple de 12 bits. Là, on va travailler avec 3 bits, 4 bits. C'est pour bien expliquer parce que 12 bits, je ne peux pas faire tous les bits. Donc, si j'ai un convertisseur analogique numérique et admettons que la valeur Vx que je veux convertir, là, on va faire un scénario. Comment travaille ce convertisseur-là si en entrée, il devait convertir 5 volts? C'est pas toujours. Si Vx égale à 5 volts. On va voir le scénario. Comment ça va se passer à l'intérieur